Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, tous les lundis depuis le 9 janvier, TF1 vous propose de découvrir un lycée pas comme les autres, Toulouse-Lautrec à Vaucresson. Une fiction criante de vérité mais aussi d'humour, de justesse, de tendresse. On en parle avec sa réalisatrice Fanny Riedberger, elle est l'invitée du Grand Oral. L'anti-sèche d'Emma Guessel, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, eh bien, c'est que la Suède vient de prendre la présidence de l'Union européenne et l'Europe. On en parle notamment en éducation civique et en histoire, géographie, sciences politiques et géopolitique. Heure de la récré, toujours avec Emma, une récré ciné aujourd'hui. Jack aurait-il pu survivre au naufrage du Titanic et épouser Rose? Réponse dans un quart d'heure, tadam. Rendez-vous enfin avec Amélie Paris, notre chroniqueuse et prof documentaliste, nous raconte les années collège. Zoom sur un objet culte, le Bic 4 couleurs. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. 3,65 millions de téléspectateurs, ça fait près de 20% de part de marché. Les deux premiers épisodes de la série Lycée Toulouse-Lautrec ont cartonné lundi dernier sur TF1 et ça n'est que justice. La chaîne privée remplit en effet une véritable mission de service public, parler avec intelligence, avec humour, avec sensibilité, du handicap, de l'adolescence et d'éducation. On est donc très heureux de vous accueillir. Fanny Riedberger, bonjour. Bonjour. Vous êtes la réalisatrice. Pour celles et ceux qui auraient vraiment manqué la chose, on va quand même montrer la bande-annonce. Tu sais ce que tu fais à Toulouse-Lautrec? Tu es ici parce qu'on te fait la chance d'intégrer cet établissement. C'est comment? Raconte! C'est juste l'enfer, quoi. Vous allez aider le petit camarade qu'on va vous désigner. C'est une blague? C'est pas une blague. Bon appétit. Eh ben... Et il a envie de quoi, le rayon de soleil, aujourd'hui? De se pendre. Ah, quand même. Avec ou sans sauce? Bon appétit! Lycée Toulouse-Lautrec, un lycée pas comme les autres, votre nouvelle série, lundi à 21h10 sur TF1. Un lycée pas comme les autres, Fanny Riedberger, un lycée chelou. Il existe en vrai. Il existe. C'est un lycée chelou, si on veut, mais il existe. Alors c'est pas si on veut, c'est vous qui le faites dire à un personnage. Oui, parce que moi, quand je suis arrivé là-bas, je trouvais que c'était un lycée chelou. C'était un lycée à part, atypique, unique, On va le prototype. raconter. Il est situé à Vaucresson. Alors on en a déjà parlé dans la quotidienne parce que la médecin du lycée était venue, elle a publié un bouquin à Vaucresson. Et donc c'est un lycée pour des enfants en situation de handicap. Absolument. Et parfois de handicap super lourd. Absolument. Avec des enfants valides. C'est ça, c'est l'inclusion inversée. C'est-à-dire que c'est un lycée qui a été fait pour accueillir des élèves en situation de handicap. Et comme vous dites, du plus léger au plus lourd. Parce que tout est là pour. Il y a un internat, des soins, des kinés, des auxiliaires de vie, des grandes portes, une piscine. Et la philosophie de l'établissement est justement pour éviter cet effet ghetto d'inclure des élèves valides. Dans quel ratio d'ailleurs? Je dirais un tiers de valides. C'est ça. Et pour eux, c'est censé être une chance. Faut le savoir quand on y va, parce que ça, quand on est très jeune, on ne sait pas forcément que c'est une chance, mais ça en est une. Et Victoire, qui est jouée par Shin Tebo, elle entre, on l'a vu dans la bande-annonce, elle ne considère pas forcément que c'est une chance. Elle aurait pu s'appeler Fanny. Elle aurait pu s'appeler Fanny. Comme vous. Absolument. Absolument. Bah oui, Victoire, c'est la protagoniste, c'est inspiré très fortement de ma propre expérience, surtout l'épisode 1 qui est très très fidèle à mon intime, ce frère qui tombe du 6e étage, les parents qui divorcent, et moi, cette jeune... Attendez, vous le racontez super vite, mais il tombe du 6e étage, il meurt pas. Il meurt pas, miracle, on le surnomme le petit Jésus, Ouais. Il s'en sort même très bien, puisque physiquement, il n'a absolument aucun handicap physique, donc moi je ne connaissais pas le handicap, hein. Et il a une scolarité très compliquée, mes parents le surcouvent, et trouve un jour cet établissement parce qu'on est 9 par classe, que c'est plus simple. Il intègre l'endroit et mes parents divorcent et ils me disent Fanny, ça va être plus simple si tu vas là-bas. Donc moi j'habite Rueil-Malmaison, je suis dans un petit collège de Rueil-Malmaison avec des amis, j'ai une vie banale à souhait et on me dit tu vas te retrouver dans un collège où il y a des handicapés moteurs. Et je suis évidemment terrifié, très en colère, très contre l'idée et je vis ça comme une punition. Et vous arrivez là et vous vous dites je me sens totalement anormal pour la première fois de ma vie. C'est ça, ça m'interroge beaucoup sur la normalité parce que j'arrive et tout à coup la supériorité numérique est devant moi, donc supériorité numérique veut dire normalité et je suis le vilain petit canard et je suis la personne entre guillemets hors norme et regardée.
Je priais pour avoir un bras recroquevillé ou quelque chose qui fasse que je puisse faire partie de ce monde. Oui, alors j'avais un peu moins... On exagère un petit peu. J'avais 13-14 ans, donc on peut être un peu niais, idiot, et c'est vrai que ce sentiment de ne pas appartenir aux autres, d'être très visible, de ne pas être dans la norme, c'est très dur à vivre. Et si, je pense que je me suis dit, un quart de seconde, si je pouvais avoir un bras comme ça pour passer inaperçu, absolument. Ouais. Et si, je me le suis dit. On présente cette série, je présente cette série comme une série autour du handicap, mais à la vérité, moi je l'ai beaucoup regardée comme une série avant tout sur l'adolescence, et je trouve qu'au cœur alors en tout cas des 2 premiers épisodes, puisque la suite va arriver sur les écrans, il y a la question du regard de l'autre. C'est une série sur le regard de l'autre. C'est une série sur la normalité, oui, sur le regard de l'autre, et c'est vrai que j'ai eu très envie de faire une série sur l'adolescence. Pour moi, c'est une série sur l'âge ingrat. Il était hors de question de faire, en tout cas moi, j'avais pas envie de faire une série sur le handicap stigmatisé, et la magie est que les gens regardent aujourd'hui une série sur l'adolescence. C'est-à-dire que les commentaires, c'est j'adore ce personnage, j'adore cette bande, je on oublie au bout de quelques minutes enfin, en tout cas, que Marie-Antoinette est myopathe et qu'elle est dans un fauteuil, qu'elle parle étrangement, etc. Bon, il faut dire qu'il y a des personnages, il y en a l'un d'entre eux, j'ai oublié son nom, mais qui a une béquille et qui repart à scooter, Reda. Enfin bon, ils ont une vraie vie d'ado. C'est aussi une série sur comment on fait une société. C'est une série sur la différence, comment on vit ensemble, c'est vrai que ça met la lumière sur une espèce d'authenticité et d'humanité. Alors ça se passe dans cet endroit-là. Je sais que tous les acteurs ont été assez chamboulés par ça, notamment les adultes aussi, Stéphane de Groot, Valérie Carcenti, ils me disent en permanence il y a un avant et un après. C'est vrai qu'il y a une magie qui opère là-bas, une synergie où on se dit qu'en fait les choses ne sont pas si compliquées. C'est ça qui est assez le faire. Et Marie-Antoinette, ce personnage a une phrase absolument extraordinaire. Elle aide Victoire qui vient de lui faire une crasse absolument monstrueuse. Donc Victoire ne comprend pas pourquoi elle l'a aidé et lui répond: je t'ai aidé parce que j'ai vu que tu en avais besoin. Et c'était aussi simple que ça et non négociable. Lycée Toulouse-Lautrec, un lycée pas comme les autres. Vous avez donc la série tous les lundis soirs sur TF1, en replay évidemment sur MyTF1. Et puis vous pouvez aussi vous reporter, on l'avait accueilli à la quotidienne au livre d'Armel Brière-Savard, Le handicap au fond du cartable. On retrouve Fanny Riedberger juste après l'Anti-Sèche et Maguessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Aujourd'hui, vous vouliez nous parler de la Suède qui a pris la présidence de l'Union européenne. Ça va durer 6 mois et c'est l'occasion de revenir sur ce que cela signifie et sur comment tout cela fonctionne. Tout à fait. Déjà, quand on dit que la Suède préside l'Union européenne, en fait, c'est le Conseil de l'Union européenne qui préside. Et le Conseil de l'Union européenne, c'est une institution comme le Parlement européen ou la Commission européenne. Elle est née dans l'optique de réunir régulièrement les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'UE. Sa mission, c'est d'amender et d'adopter les lois européennes et c'est aussi ce Conseil qui est chargé du budget. Il arrête un budget et peut aussi le modifier. Et donc c'est dans ce cadre et pour ça que les ministres des États membres se réunissent par domaine de compétences. Oui, il y a 10 domaines de compétences, l'agriculture, les transports, la santé, le commerce, les affaires étrangères, intérieures, etc. Donc par exemple, tous les ministres des transports des États membres se réunissent pour parler des transports et c'est pareil dans tous les domaines. Ok, alors quel est le rôle de la Suède, quel est le rôle du président ou de la présidente de ce Conseil? Alors un pays qui est président du Conseil assure en fait une bonne organisation et une bonne coopération de tous les États membres de l'Union européenne. C'est aussi ce pays qui gère les imprévus, l'actualité internationale. En fait, c'est un peu un intermédiaire. Et c'est aussi la Suède qui, durant 6 mois, puisqu'une présidence dure 6 mois, c'est la Suède qui ira défendre les positions du Conseil devant la Commission européenne ou le Parlement européen. Et enfin, c'est à elle d'organiser les réunions dans les domaines de compétences dont je vous parlais juste avant. Ils organisent toutes les réunions? Alors, il y a des exceptions. Le président suédois ne va pas présider le Conseil européen, par exemple, qui regroupe les 27 chefs d'État de l'Union européenne. C'est Charles Michel, le président du Conseil, qui le fait. D'accord. Et donc ça tourne tous les 6 mois selon quel principe? Voilà, ça tourne tous les 6 mois. Voilà. Chaque pays membre de l'Union européenne est à un moment donné président du Conseil. Et en fait, ça marche par un cycle de 3. C'est ce qu'on appelle le trio de présidence. Ça a été instauré en 2007. Là, par exemple, la Suède achève le cycle. Avant, il y avait la République tchèque et la France. Oui, voilà. Et un nouveau cycle débutera en juillet avec l'Espagne, la Belgique et la Hongrie. D'accord. Et alors concrètement, on sait un petit peu à quoi s'attendre pour cette présidence suédoise. On sait qu'il y a des agendas à chaque fois pour les présidences. Alors déjà, quand un pays arrive à la tête du Conseil, il doit toujours présenter ses priorités. Donc la Suède l'a fait mi-décembre. Donc il y a la compétitivité, l'écologie, la démocratie. Mais ce qui tient particulièrement à cœur la Suède, c'est la sécurité. C'est sa priorité principale, a déclaré le Premier ministre Ulf Kristersson, et ce, pour renforcer la sécurité du continent, je le cite, alors que nous avons une guerre à nos portes, nous devons rester unis. Alors cette présidence, elle inquiète un peu certains États membres, puisque depuis octobre, le Premier ministre suédois de droite gouverne avec le soutien des démocrates de Suède, qui est le parti d'extrême droite suédois. Ce parti a notamment longtemps milité pour une sortie de l'Union européenne.
Donc c'est un début de présidence sans grand enthousiasme et surtout avec un peu de réticence même, à voir comment le parti d'extrême droite va peser sur les différents débats. Merci beaucoup pour cet anti-sèche, Emma. On se retrouve tout à l'heure pour la récré. Absolument. Grand oral, Fanny Rietberger. Meilleure série de 52 minutes au Festival de la fiction de La Rochelle en 2022. Meilleure audience télé pour le premier épisode, c'était le 9 janvier. Et gros coup de cœur ici à la quotidienne pour cette série lycée Toulouse-Lautrec de Fanny Rietberger, invitée du Grand Oral. C'est un genre que vous qualifiez, quand on regarde le dossier, de dramédie. Donc un mélange de drame et de comédie. Ouais, et un super outil pour traiter de sujets parfois durs, compliqués, importants, sérieux et d'insuffler de la légèreté. Moi, c'est une tonalité que j'affectionne particulièrement. Beaucoup d'humour dans la série. Les personnages n'arrêtent pas de s'en envoyer. Dans la vraie vie, c'est comme ça aussi? Absolument, ouais. C'est extrêmement fidèle. Vous avez appris l'humour là-bas? Enfin, vous l'aviez peut-être avant, mais... Alors moi, en tant que scénariste, ça fait longtemps que je travaille sur de la comédie. Mais c'est vrai que peut-être, j'y ai jamais pensé, mais c'est une philosophie de vie là-bas. Se charrier, être corrosif, avoir du second degré. Et puis alors, ils appuient là où ça fait mal. Ouais, beaucoup d'autodérision. Physique y compris. Ouais, mais ils ont beaucoup d'autodérision. Et il y a une joie de vivre ambiante dans cet établissement et je souhaitais être évidemment fidèle. Et je pense que aussi ça parle du regard biaisé qu'on a sur le handicap. On pense souvent à le pauvre, il est handicapé, il est en fauteuil, ça doit pas être simple. Enfin, c'est des gens qui ne s'apitoient jamais sur leur sort et qui ont effectivement. Je pense que j'ai rarement retrouvé dans un établissement, parce que j'en ai fait d'autres, j'ai fait des scolarités dans des lycées complètement normaux, une joie pareille. Et c'est assez singulier à cet endroit. Il y a le handicap que vous avez décrit, la visible. Il y a aussi des handicaps non visibles. La dyspraxie, la dépression, qui est reconnue comme handicap aujourd'hui. Il y a des élèves qui ont fait des tentatives de suicide. Il y a des tumeurs. Là, les problématiques sont un petit peu différentes parce que il y a un temps de décodage. Ouais, les problématiques sont différentes. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup vu à mon époque parce que typiquement, les handicaps dits invisibles étaient soit inconnus, soit pas reconnus. Je pense à la dyspraxie, à tous ces 10. Et quand je suis retourné en immersion dans l'établissement pour rencontrer quelques élèves, j'ai rencontré une dyspraxique. Et en fait, c'est des handicaps terribles. Terribles parce qu'il n'y a aucune indulgence pour ces gens-là qui vivent une scolarité où on écoute moins leurs mots MAUX parce que ils sont censés être... ils sont visiblement normaux, donc on va être beaucoup moins tolérant à une inaptitude, à une maladresse. C'est des problèmes de coordination, c'est ça, c'est expliqué d'ailleurs par le personnage. Et cette jeune fille m'avait extrêmement touché et c'est souvent, quand il y a un débat sur cet endroit où on se dit ce qui doit exister, pas exister, l'inclusion, certes, c'est un endroit qui accueille des handicaps moteurs très lourds, qui ont besoin de soins, qui ont besoin de... Mais il ne faut jamais oublier le mental. Et moi, je sais que j'ai rencontré une jeune fille de 6 ans quand j'étais retourné en immersion aussi, parce qu'il y a le primaire, qui était dépressive sur un petit banc, et le directeur m'a dit elle a eu un accident équestre cet été. Donc c'était une jeune valide il y a encore 3 mois, qui du jour au lendemain se retrouve sans jambes. Je pense que d'avoir un établissement comme ça pour l'accompagner, ne serait-ce que pour l'accompagner, ça ne veut pas dire qu'elle va faire toute sa scolarité là-bas. Elle peut très bien se retrouver dans un collège normal derrière avec un fauteuil roulant, mais je pense que c'est important. Il y a des psys, il y a des gens qui sont là pour soutenir, il y a un environnement très bienveillant et rassurant. Qu'on ne retrouverait pas dans un lycée ordinaire. Il faudrait des moyens complètement... Il faut ouvrir les regards, il faut ouvrir les portes, il faut ouvrir plein de choses. Mais Développement de l'empathie chez les enfants, pour les valides en regardant les enfants en situation de handicap, mais aussi des enfants en situation de handicap qui s'aident les uns les autres. Je disais que le chef d'établissement disait qu'il accueillait beaucoup d'adolescentes qui souffrent de troubles alimentaires et qui vont mieux quand elles viennent ici parce que finalement... Je ne sais pas si c'est l'empathie. Il y a un effet miroir à l'évidence. En tout cas, en jeune valide, moi, je sais que ça m'a construite à jamais. Je suis l'adulte que je suis aujourd'hui parce que j'ai appris plein de choses avec ces enfants. Mais il y a de l'altruisme, il y a de la solidarité. Ce qui est montré aussi dans la série où il y a une entraide, c'est à la vie à la mort, c'est tous ensemble, on n'est pas seuls. Voilà. Ça empêche la solitude. Comment vous avez casté les comédiens? Parce qu'ils sont tous absolument extraordinaires, les valides comme les enfants en situation de handicap. Ça a été un long cast. Les adultes, j'y pensais depuis très longtemps. Voire, il y en a certains pour qui j'ai écrit. Donc, Valérie Carcenti, je pense que j'avais pas encore écrit une demi-ligne, que je lui avais déjà parlé de l'idée, et voilà. Donc, les adultes, c'était une envie en amont. Je les ai démarchés en amont. Valérie, je la connaissais un peu. Stéphane de Groot, pas du tout. Il a lu en une journée les 2 textes. Il m'a appelé le lendemain. Il m'a dit je le fais. Donc, je
suis très reconnaissante de la confiance qu'on m'a faite parce que quand on se connaît pas, c'est toujours un peu délicat. C'est une série sérielle, donc il y a forcément beaucoup plus de réticence au départ. C'est un engagement assez lointain et assez acté. Et les ados, on a fait un long casting qui a duré un peu plus d'1 an dans les agences et casting sauvage. Et moi, la condition sine qua non à ma série était d'engager des ados en situation de handicap. Et on avait un endroit parfait le pour lycée ça. Toulouse-Lautrec. Moi, j'ai commencé le théâtre là-bas. Il y a une option théâtre. Donc, on a casté là-bas. Ça a été assez délicat parce qu'on savait qu'on générait un espoir ces gens-là, dont la déception allait être un peu plus grande que la moyenne, ou du moins, en tout cas, on devait le prendre en considération. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué parce que ça a créé un engouement et des attentes énormes. Et en fait, ça a été long parce qu'après, on a fait beaucoup de callbacks pour que la bande fonctionne et que ça prenne, et ça a pris. Donc voilà. 60% des personnes perçues comme étant en situation de handicap sont visibles sur le petit écran dans les séries et dans les téléfilms, parce qu'au total, en vrai, la représentation des personnes en situation de handicap à la télévision, elle reste marginale, c'est 0,8%. Ça change avec la série Lycée Toulouse-Lautrec, ça fait un bien fou. On continue à en parler avec Fanny Riedberger, mais pour l'instant, la récré. Emma Guessel. Et puisqu'on parlait de cinéma, vous vous êtes dit on va parler de Titanic, c'est ça le truc? Ouais, absolument. Allez, vous allez mettre fin à de longues années de suspense. Mais oui. Traumatisme de mon enfance, ce film, avec ces 2 jeunes amoureux qui s'aiment le temps d'un voyage qui va virer au cauchemar. Bon, tout le monde le sait, Rose, jouée par Kate Winslet, survit, et Jack, heureusement, joué par Leonardo DiCaprio. Mais j'ai pas regardé en entier. Arrêtez, non, tout le monde le sait, ça. Je pensais pas faire de spoiler. Voilà, il y a cette fameuse scène du radeau à la fin, vous savez, sur lequel se trouve Rose. On s'est tous dit qu'il y avait de la place pour deux sur ce radeau, et puis en fait, apparemment, non. Comment non? Et bien, figurez-vous que James Cameron, le réalisateur, a commandé une étude scientifique à ce sujet. C'est très sérieux. Il y a une analyse médico-légale qui a été effectuée. Ils ont reproduit le radeau du film en mettant des cascadeurs de la même taille et du même poids que les 2 acteurs, donc plongés dans l'eau glacée, avec plein de capteurs sur le corps. Alors, je vous rassure, ils étaient surveillés par un expert en hypothermie. Donc, ils ont attendu et ils ont déterminé leurs chances de survie. Et les résultats de cette expérimentation, c'est que non seulement Jack n'aurait pas pu survivre normalement, mais que Rose non plus. C'est horrible. Donc on se réjouit au moins que James Cameron fasse survivre Rose dans le film. Et alors cette expérimentation, on va bientôt pouvoir la voir, nous téléspectateurs, puisqu'elle a été filmée pour un documentaire qui sortira à l'occasion des 25 ans du film, et c'est cette année, en 2023. D'accord. Super nouvelle, quoi. Jack n'aurait pas pu survivre quoi qu'il arrive. Voilà. Vous en avez d'autres des comme ça? Non, mais voilà. Voilà, d'habitude, vous nous faites des récrés avec des happy end. Merci beaucoup, Emma. Grand oral, Fanny Riedberger. Dans le Figaro, traversée par une insolence et une urgence vitale, la série de TF1, les élèves sont joués par des acteurs handicapés, pour beaucoup anciens du lycée. Les intrigues n'édulcorent ni leurs angoisses ni leurs difficultés. Pas de faux sapiens ni de misérabilisme dans ces 6 épisodes qui évitent les travers habituels des fictions qui transforment le handicap en leçon de vie. Ça, c'est le Figaro. La Manche Libre nous dit « Cette fiction audacieuse est une véritable pépite d'humour et d'humanité qui inverse la notion de normalité et nous invite à voir au-delà du handicap. » Je vais arrêter là. C'est peu de dire que la presse a encensé cette série, le public aussi. Je vous cite Armelle Brière-Savard, dont on parlait tout à l'heure, médecin à Toulouse-Lautrec, le lycée où vous avez tourné. La force des jeunes en situation de handicap sera de connaître leurs possibilités plutôt que leurs limites. Et c'est comme ça qu'ils vont gagner en liberté et en prise d'initiative. C'est vrai, il y a un manque de confiance, il y a une espèce de ségrégation, ils ne sont pas visibles, il y a forcément un empêchement derrière de possibilités. J'espère, je souhaite que Toulouse-Lautrec, enfin moi en tout cas c'est les plus beaux mots que j'ai reçus derrière de mes comédiens en situation de handicap, m'ont dit mais merci Fanny de m'avoir fait croire que tout était possible. Je pense que ça va ouvrir des horizons, ne serait-ce que pour ces enfants en situation de handicap, de pouvoir avoir des référents sur TF1, c'est merveilleux. Enfin, ils vont, voilà, ça ne parle que d'adolescence et ils vont allumer leur télé, ils vont voir des gens comme eux qui ne sont jamais représentés. Ça va changer le regard, j'imagine, je l'espère. Enfin, en tout cas, preuve en est que ça a dû fonctionner puisque c'est rentré dans les foyers assez... Ça va direct, hein. C'est pas le bouche à oreille, c'est vraiment... Non, c'est incroyable. Il y avait une vraie curiosité. Oui, que les gens restent en voyant, je me disais, pourquoi pas, c'est tout ce qu'on espère quand on fait une série, mais qu'ils viennent, je me dis ce qu'ils vont venir. C'est un sujet qui est tellement pas traité, c'est un sujet sensible, ils sont venus, et plus que venus, donc on est ravis.
Vous êtes plutôt pour ou contre l'inclusion des élèves handicapés dans les établissements pour valides, ce qui est quand même la politique qui est censée être menée dans ce pays et dont on nous dit qu'elle est formidable. Je suis complètement pour. C'est un sujet qui est évidemment dont on parle beaucoup aujourd'hui avec cette série. J'ai été amené à en parler avec beaucoup de journalistes et avec Madame la ministre Geneviève Darrieussecq. Je suis évidemment pour. Je pense que c'est pas possible pour tous et je suis bien placé pour le savoir puisque j'étais avec des enfants où c'est factuel c'était des camarades de classe qui, sans un Toulouse-Lautrec, seraient sur un lit d'hôpital à Garches en train de faire des cours par correspondance ou chez eux avec des parents qui ne pourraient pas travailler et vivre tout simplement. Donc, je pense que tout pour les questions que vous avez données d'encadrement, mais y compris pour des questions architecturales, parce que tout, oui, architectural, l'encadrement, qui pèse 90 kilos, enfin tout. La trachéotomie, une machine qui, si ça s'arrête en 2 minutes, l'enfant peut décéder. Les fausses routes, il y en a 3 par jour. Les fausses routes, les gamins qu'on est obligé de retourner plusieurs fois dans la nuit quand ils dorment. Enfin, je veux dire, c'est un endroit. Il en faut un, c'est une obligation. Et par ailleurs, c'est aussi le truc très simple, c'est qu'ils suivent une scolarité normale. Il y a 97%, voire plus de réussite au bac. Ils sont dans la même classe, c'est eux qui évitent de bouger, c'est les profs qui viennent à eux. Et en intercours, ils vont faire leurs soins. Quotidien, il y en a qui ont une dizaine de soins par jour. Ils traversent le couloir, ils vont dans une salle, ils font des soins de kiné, ils reviennent en cours, ils vont voir leurs potes dans la classe, dans la cour, ils vivent leur histoire d'amour, leur histoire d'adolescent normal. En fait, ça leur donne une vie d'adolescent qu'ils n'auraient pas ailleurs. Et donc, ce que je disais à Madame la Ministre, c'est que je ne dis pas que Toulouse-Lautrec est une solution. Je dis que c'est. Vous ne dites pas que c'est la solution, mais c'est évidemment une solution. Et il en faudrait peut-être un peu plus en France quand même. Il y a une liste d'attente. C'est un lycée prototype. Et alors, liste d'attente de part et d'autre, c'est-à-dire liste d'attente pour les enfants en situation de handicap, mais aussi pour les valides. Bien sûr. Bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ont envie d'envoyer des... Moi, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit la dernière fois, mon fils a fait la demande en tant que valide d'intégrer cet endroit. Voilà. Vous nous avez dit en début d'émission, ça a changé votre vie, vous, d'être passé par ce lycée. Mais quoi? Qu'est-ce que ça a changé à vous comme ado, vous comme femme, vous comme professionnel, je sais pas? Je pense que ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris à avoir un regard plus ouvert. Ça m'a appris un certain altruisme. Et ça m'a surtout appris... Enfin, c'est une leçon de vie. Il y a beaucoup d'internautes qui ont répondu, c'est une leçon de vie. Ce que j'ai vécu est une leçon de vie. Alors, je vous rassure, comme toute personne qui se respecte, encore plus parisien, je râle tous les jours. Mais ça apprend quand même à relativiser ces problèmes. Voilà, on sait qu'on n'a quand même pas vraiment de quoi s'effondrer ou se plaindre au vu de certaines conditions. Moi, ils m'ont appris... Il y a une force de vie là-bas et je pense qu'ils m'ont appris à marcher très fort. J'ai vraiment cette sensation de que ça soit en fauteuil roulant, en boitant avec une canne ou encore debout. C'est des gens qui marchent. Enfin, le temps est compté, le temps est vif, le temps est précieux et je pense que c'est quelque chose surtout à l'adolescence, en plus à la jeune adolescence, moi je suis arrivé, j'avais 14 ans, ça m'a appris quelque chose, oui, je me sens beaucoup plus forte de cette expérience. Marcher plus fort après avoir été dans un établissement pour élèves en situation de handicap. Merci beaucoup Emma, merci beaucoup. Vous restez avec nous, on va nous raconter, on va redescendre au collège. Il y a un collège, de toute façon, c'est primaire, collège, lycée. Allez, collège, cette fois on va à Maurice-Utrio, c'est à Paris avec Amélie Paris. Les années collège, c'est notre rendez-vous avec Amélie Paris. Amélie, bonjour. Bonjour. Professeur documentaliste au collège Maurice-Utrio, c'est à Paris dans le 18e. On va parler aujourd'hui d'un objet que les élèves adorent, que les profs détestent, que les élèves collectionnent, que les profs interdisent. Un objet du désir. C'est vous qui me l'avez écrit hein, quand même. C'était bien écrit. Génial. Hein. Ouais, attends, il faut que je la mette avec le temps. Objet du désir qui mène parfois au pire. Le stylo 4 couleurs sévit aussi au CDI. Et on rime en plus. Alors, le stylo préféré des ados. Oui, le stylo 4 couleurs, donc qui a été inventé en 1970 et à l'époque c'était une véritable révolution puisque jusqu'en 1965 les écoliers utilisaient encore l'encre et la plume. La sergent-major. Et oui, donc au moment de sa fabrication, l'équipe a été assez mystérieuse en disant qu'ils avaient juste voulu faire un article qui allait simplifier la vie du consommateur. Évidemment, le pari a été gagné. Alors il est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît parce qu'il a fallu des petits ressorts très précis qu'on active sans arrêt et des plastiques très résistants aussi, justement, qui puissent résister à... Sans parler de celles et ceux qui jouent avec en permanence. C'est assez énervant d'ailleurs. On en reparlera après. Oui, alors aujourd'hui, le stylo 4 couleurs est fabriqué à l'usine de Montévrain en Seine-et-Marne. Il en sort 200 000 par jour destinés au monde entier et la France est le marché numéro 1 de ce stylo devenu
culte. Ok, il y a deux modèles, c'est ça? Il y a le bleu et le... Alors, on en a vu d'autres, hein, mais dans le temps, il y avait le bleu et le orange. Et oui, alors pendant 40 ans... Moi, j'avais le bleu. Vous aviez moi quoi? aussi, j'avais le bleu. Ouais, le bleu. Oui. Vous aviez un 4 couleurs, vous? Le bleu. Ah, bah, le bleu. Pendant 40 ans, donc il y a eu uniquement le bleu et l'orange. Et pour ces 40 ans, donc en 2010, il y a 13 ans, eh bien l'entreprise s'est dit, oh, bah, tiens, on va changer un petit peu. Ils ont créé un modèle vert anis avec le corps vert anis et avec 4 couleurs un peu plus flashy. Et là, ça a été un succès tel qu'ils ne se sont plus arrêtés. Alors, il y a eu des versions métallisées, limitées. Et il y a même une version en or 18 carats qui s'est vendue aux enchères. Oui. Waouh! Et cette diversification a amené aussi à la création d'une communauté de collectionneurs. Mais oui, et surtout français. Ah oui, on le voit, le truc en or, là. Waouh! Ouais, c'est fou, hein. C'est beau. Ouais. Donc il y a eu plein de collectionneurs sur des groupes Facebook ou autres réseaux sociaux. Alors ils se les échangent, on cherche la perle rare. Certains coûtent parfois plus d'une centaine d'euros. Mais dans les collèges et les lycées, évidemment, c'est une autre histoire parce que ces objets, ces stylos tant convoités sont souvent volés. Ah, il y a du racket de 4 couleurs. Oui. Alors sur Twitter, les témoignages ne manquent pas. Il y a même un élève qui a posté une photo d'un autre élève de sa classe qui ne peut pas s'empêcher de voler les stylos 4 couleurs. Et on le voit devant lui, il a une dizaine de stylos. Et certaines CP ont dit qu'elles avaient été complètement dépassées par l'ampleur du stylo 4 couleurs et qu'elles avaient dû les interdire. Alors quand elles ont écrit un petit mot dans le carnet de correspondance à faire signer par les parents en disant... Stylo 4 couleurs interdit. Les parents se sont dit, mais non, c'est pas vrai, c'est un canular. Ah, bon, et chez vous, à Utrio, c'est comment? Autorisé ou interdit le 4 couleurs? Autorisé, mais le 4 couleurs n'est pas dans toutes les trousses. L'autre jour, je travaillais avec une classe de 5e 3 et je vois pas de stylo 4 couleurs. Donc je leur dis, attendez, comment ça se fait? Et bien, ils m'ont dit, non, on préfère les laisser chez nous parce qu'on a peur de se les faire voler. Ah ouais. Et oui, et Mohamed, lui, un élève de 4e, est arrivé pendant la récré avec son stylo 4 couleurs dans la main. Donc je lui ai dit, mais Mohamed, pourquoi tu as ton stylo 4 couleurs dans la main? Il m'a répondu, pas pour pas me le faire voler. Ah oui, d'accord, il le laisse pas dans le sac. Ben non, ils ont peur de se les faire voler vraiment pendant la récré. C'est quoi les alternatives à 4 couleurs? Alors voilà, il y a ceux qui préfèrent le stylo plume encore, le Lamy par exemple. Et puis sinon, il y a les stylos à friction pilote qui marchent bien aussi, mais qui sont quand même beaucoup moins pratiques que le stylo 4 couleurs. Et un petit peu moins iconique. Et les enseignants alors? Eh ben, les élèves les adorent, mais souvent les enseignants détestent le fameux bruit dont vous parliez tout à l'heure, qui peut devenir un tic quand on change de couleur. Et voilà. Mais avouons quand même que ce stylo est très pratique. Et maintenant, en plus, il est éco-responsable puisqu'il est rechargeable à vie. Et avant de le recharger, on peut quand même écrire 3 km, l'équivalent de 60 cahiers. Donc de quoi bien travailler. Ouais, c'est rentable quand même. Bah oui. Et vous avez repéré un 4 couleurs? Oui, j'en ai repéré dans le lycée Toulouse-Lautrec? Oui. La proviseure adjoint avait un 4 couleurs dans le premier épisode. Ça perdure, transgénérationnel. Bon, merci beaucoup Amélie pour ce zoom sur l'histoire d'un objet culte des trousses et qui maintenant reste dans les poches pour ne pas se faire voler, le Bic 4 couleurs. Fanny, merci de nous avoir rendu visite. Merci 6 épisodes pour l'instant? 6 épisodes pour l'instant. Et après? Et après, on espère une saison 2. Ouais, on ne sait pas encore? On ne sait pas encore. On se dit qu'avec 3,65 millions de téléspectateurs à la première, quand même, ce sera on y réfléchit déjà. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de choses à raconter, donc on y réfléchit. Bon, écoutez, c'est absolument tout ce qu'on vous souhaite. Vous pouvez le regarder, évidemment, sur MyTF1 en replay, sur MyTF1 qui doit s'appeler Max. Vous avez même la possibilité d'aller carrément de tout binger et d'aller jusqu'à la fin. Et puis sinon, comme, j'allais dire à l'ancienne, comme les darons, comme les boomers, vous le regardez à la télé. Lundi TF1, c'est moi, les boomers. Tous les lundis soirs, 2 épisodes par lundi. Coup de chapeau aussi aux acteurs. On en a cité certains. On redonne quand même le nom de Nesmerade. Elle est extraordinaire. Petite révélation. Ouais, qui interprète dans un fauteuil un naturel absolument incroyable. Marie-Antoinette, la reine de l'impro, apparemment. Mais il y a aussi, alors vous avez cité Stéphane de Gros de Valérie Carcenti, il y a Charlie Bruno, il y a Or Attica. Et puis on peut aussi relire le livre Le handicap au fond du cartable. Et Chine Thibault. Et Chine, bien sûr, que j'ai cité en tout début d'émission, qui est un petit peu votre double. C'est ça, un petit peu. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Amélie, merci aussi à toute l'équipe au maquillage. Laure Audemont, en régie Marine Plantec, assistée par Dylan Colère. C'est Mathieu Sullivan qui s'occupait du son, Kylian Soula de la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.